je vais revenir sur un petit texte que j'ai écrit aussi, puis ça va nous amener tranquillement, pas vite, vers un peu le sujet du jour. Ça s'appelle La Nouvelle Monarchie. Donc, ceux qui me suivent sur Patreon l'ont vu passer, ont pu le lire. Ceux qui ne me suivent pas là-dessus, ben, l'ont pas eu en primeur. Mais bref, qu'est-ce que je racontais dans ce petit texte-là? Je le referai pas, je vous le relirai pas, contrairement à ce que j'ai fait la dernière fois. Là. Mais bref, je parle dans le livre que dans les années 20, je parle dans le texte, c'est-à-dire pas le livre, mais dans les années 20, il y a eu une histoire au Canada qui s'est appelée l'affaire King Byng. L'affaire King Byng, c'était quoi? C'était l'opposition entre Lord Byng, qui était gouverneur général du Canada à l'époque, et William Lyon Mackenzie King, donc premier ministre du Canada dans les années 20. Donc, 1926, qu'est-ce qui se passe? Mackenzie King veut dissoudre le Parlement pour partir en élection, dissoudre la Chambre des communes. Il va voir Lord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour les gens qui ne sont pas canadiens, c'est comme ça que ça fonctionne. Le premier ministre, à l'étape fédérale, va voir le gouverneur général et lui demande de dissoudre la Chambre. Lui seul a le pouvoir de faire ça. La réalité, c'est que le gouverneur général, théoriquement, a beaucoup de pouvoir, mais ces pouvoirs-là ne sont vus que de manière honorifique aujourd'hui. Et en 1926, c'est la dernière fois où un gouverneur général s'est opposé de manière frontale en utilisant, parce que dans le fond, il y a plusieurs pouvoirs. Ils ont un pouvoir de désaveu, ils ont un droit de veto. Donc, techniquement, le gouverneur général aurait le pouvoir. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, si ça a été amendé avec le temps, mais à l'époque, il avait le pouvoir de dire, mettons, cette loi-là, elle a passé le Parlement, elle a passé le test du Sénat, elle se bute au veto. Un peu comme les présidents dans certaines républiques ont des droits de veto ou ont un pouvoir de décret sur des politiques publiques. Le gouverneur général a ce pouvoir-là. Il a aussi le pouvoir de refuser des demandes des premiers ministres. Donc là, Mackenzie King demande à Lord Byng, dit « Tu vas me dissoudre la Chambre. » Lord Byng, il dit « Non, ça me tente pas. Je dissous pas la Chambre. » Et c'est pas vrai que ça va arriver. Ça a amené lieu à tout un scandale. Bref, c'est pas ça le sujet vraiment. L'idée, c'est de dire que c'est la dernière fois où il y a eu une ingérence monarchique dans les affaires de l'État de manière aussi frontale que ça. Bon, c'est sûr que le gouverneur peut donner son opinion, peut faire des sorties publiques, etc. Mais de refuser quelque chose, il y avait des rumeurs comme de quoi que c'était arrivé sous l'époque de Jean Chrétien, même sous l'époque de Stephen Harper, que Michael Jean aurait niaisé un peu quand il a demandé de dissoudre la Chambre, mais ça reste des oui-dire. Ça, c'est vraiment documenté que c'est arrivé. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était que pourquoi certaines personnes trouvent ça inacceptable que ça arrive, c'est que il y a le gouvernement démocratiquement élu par les suffrages. Il est là, il est élu, il doit représenter la volonté du peuple. Donc, c'est inacceptable que quelqu'un qui soit en haut d'un élu puisse invalider des décisions d'un élu, puisque ça voudrait dire que il n'y a pas de véritable démocratie, puisque la monarchie a un droit de veto sur le peuple. Ce que je raconte là, c'est les arguments traditionnels qu'on entend contre la monarchie. C'est plus compliqué que ça, à mon avis, puis je pense que le gouverneur général, d'une certaine manière, peut être un contre-pouvoir, ou pourrait l'être s'il y avait vraiment le pouvoir si on lui laissait vraiment le pouvoir d'agir comme ce genre de droit de veto-là. Je l'avais expliqué un peu dans le podcast sur l'histoire de Mussolini, comment le roi avait désavoué Mussolini, l'avait chassé du pouvoir, puis il avait été obligé de se faire sortir par une espèce de soldats allemands arrivés un peu comme presque dans une scène de film. Bref, je ne referai pas ça. Vous pouvez retourner à ce podcast-là qui s'appelait, je pense, Pour en finir avec l'extrême droite. C'était partie 2 ou 3 là, de mémoire. Mais bref, la réflexion que j'avais, c'est qu'est-ce qui se substitue aujourd'hui à la monarchie dans ce rôle-là? Dans ce rôle de venir corriger la volonté populaire, de venir bypasser la volonté populaire, de venir
ignorer la volonté populaire. Parce qu'on vit dans un... Puis comprenez-moi bien, je l'ai déjà dit souvent dans le podcast, le peuple n'a pas voix sur tout. Si le peuple décide des choses qui vont à l'encontre des droits individuels de certaines personnes, c'est mal. Le peuple n'a pas le droit de faire ça. Sinon, c'est pas une démocratie, c'est une oclocratie. Ce que j'expliquais, l'oclocratie, c'est quoi? C'est la démocratie devenue folle. C'est la démocratie dégénérée. Donc, les gens qui disent « Ouais, mais la démocratie, ça peut vouloir dire, dans le fond, toute la majorité de la population veut qu'on extermine telle partie de la population, donc, vu que c'est la majorité, c'est légal. » Une espèce de vision là, utilitariste, un peu caricaturale. Non, ça, c'est l'oclocratie. La volonté populaire ne peut jamais aller... C'est pour ça qu'il y a des constitutions, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de choses comme ça, des chartes. Bon, mais ça, c'est pour garantir les droits des minorités, les droits individuels. Et parfois, ça peut nous choquer, mais un jour, ça peut nous servir. Mais il y a quelque chose quand même là-dedans. Qu'est-ce qui vient se substituer, ou disons bypasser la volonté du peuple? Il y a une espèce de il y a un cheval dans la salle de bain, comme disait Yves Landry, où il y a un éléphant dans la pièce, comme le veut l'expression consacrée. Il y a un monarque métaphorique qui règne depuis peu dans nos démocraties. Il n'est pas là tout le temps, il n'est pas là nécessairement sur tous les sujets, mais souvent il est présent. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de voix officielle, il n'y a pas de représentant officiel, il n'y a pas de délégué, on ne peut pas savoir qui parle en son nom nécessairement, mais il est là. Et ce monarque-là, c'est l'environnement. C'est le climat. Et voici quelques exemples. Le projet GNL Québec. Ça, c'était un projet, pour les gens qui ne sont pas du Québec ou qui ne sont pas familiers avec ce dossier-là, c'était un projet qui devait liquéfier du gaz naturel dans un port à Saguenay, qu'on met ça sur des bateaux et qu'on envoie ça dans des pays européens ou un peu ailleurs. Ça fait drôle de parler de l'Ukraine dans le début de podcast, c'est carrément relié à ce genre de truc-là. C'est pour permettre, c'était, nous dit-on, pour permettre à des pays de se libérer de l'emprise de certaines places douteuses où ils sont obligés d'acheter leurs ressources naturelles. Si on le fait, bon, ben, ça permet, ça crée de la richesse d'un et ça permet peut-être à des gens de s'affranchir de dépendances économiques douteuses, dont avec la Russie. Mais ça, c'est pas le point. Le point n'est pas là. Le point, c'est que la majorité des gens, même il y a un sondage qui avait été fait auprès de la région concernée, parce que les gens de l'Estrie, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont à foutre de répondre à ces sondages-là, mais les gens de la place, là, ceux chez qui ça crée de l'emploi, chez qui il allait avoir ce projet-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Là? Ben, il y a plusieurs sondages qui ont été faits, là, mais il y en a un que j'ai retrouvé. 85% des gens sondés dans la région se disaient en faveur du projet. Qui les représentait? Un certain Sylvain Gaudreault. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour faire dérailler le projet avec, évidemment, les solidaires, les écologistes, qui n'ont d'écologistes et de solidaires souvent que le nom. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi. Ils ont réussi à faire dérailler le projet. Et il y a eu une espèce de rapport du BAP, on reviendra après, qui est un rapport d'évaluation environnementale, qui était défavorable. Donc, les élus contre la volonté populaire et les évaluations environnementales contre la volonté populaire. Évidemment, le projet est à l'eau. La région de Québec, la capitale du Québec, l'accent d'Amérique, bref, trouvez tout ce que vous voulez comme qualificatif. La ville de Québec a une espèce de particularité historique très étrange. Il y avait un pont qui reliait la rive nord et la rive sud de la région. Dans les années 70, ils ont décidé de faire un second pont
et ils l'ont sacré à peu près à 100 mètres l'un de l'autre. Les deux ponts sont collés. Donc, évidemment, ça a créé un développement très étrange, c'est-à-dire que tout s'est concentré vers les deux extrémités des ponts. Le développement s'est fait à l'ouest de la ville parce que c'est là que les ponts sont, etc., etc. Bref, pas besoin de revenir sur le truc. Et ça fait très longtemps qu'on parle qu'on a besoin d'un troisième pont, d'un troisième lien, d'une nouvelle connexion entre les rives qui serait de l'autre extrémité de la ville pour éviter que tout le transport de marchandises, tous les gens qui ont à se déplacer, traversent la ville au complet, prennent un des deux ponts qui sont collés et vont de l'autre côté. Les citoyens de Québec, de Lévis, les deux villes reliées par l'éventuel lien, il y a eu plusieurs sondages qui sont faits. Ils sont en faveur du projet. Ils sont en faveur de cette idée-là. Ils ont d'ailleurs élu le gouvernement qu'on a actuellement sur cette promesse-là. Pourtant, le maire de Québec, l'ancien maire de Québec, le Parti Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral, et même maintenant la CAQ, semblent déterminés à ce qu'il n'y ait pas de projet. Ou en tout cas, s'il y en a un, ça va être une affaire avec un train dans le milieu, une seule voie automobile, bref, un projet qui est tout l'inverse de ce que les gens veulent. Encore une fois, volonté populaire, c'est pas important. Un autre projet, dernier exemple, le tramway. Dans la ville de Québec, on a décidé, bon, ça prend un système de transport en commun. Sorti tout droit de son chapeau, on ne sait pas trop comment, l'ancien maire de Québec propose ce projet-là. Personne ne s'avait trop vu ça venir. C'est présenté comme ça va se faire. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de consultation réelle, il n'y a pas grand-chose. Le pire dans tout ça, c'est que le maire de Québec lui-même, l'ancien maire, avant de proposer ce projet-là, s'était lui-même maintes fois déclaré contre le projet. Il a été élu la dernière fois en 2018 ou 2017. Et voici ce que j'ai le 14 octobre 2017. Régis Labaume s'oppose toujours au tramway. Il a réitéré son opposition à un projet de tramway à Québec, affirmant que la vision de son équipe était un système de transport structurant qui desservira aussi le nord et l'est de la ville. Donc, il était contre l'idée d'un tramway. Un coup élu, il nous est arrivé avec ça. Bref, c'est son choix, c'est son affaire. Il y a différents sondages qui ont été faits. Le dernier, en date, montre que le projet a à peu près 40% d'appui. Il y a moins d'une personne sur deux dans la ville qui veut le projet. Pourtant, Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral, la CAQ, le maire de Québec, certains maires avoisinants, tous ces gens-là sont pour. La volonté populaire, pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le maire de Québec s'est même allé jusqu'à nous dire, et c'est une citation, « Vous aurez le tramway parce qu'on ne peut pas se permettre de léguer le futur qu'on a aux futures générations. L'Antarctique fond. » C'est pas une blague, là. C'est vraiment ça qu'il a dit. Un autre projet, d'ailleurs, que le BAP, le Bureau d'évaluation des projets en environnement, nous a dit que c'était un mauvais projet. Il ne desservait pas les banlieues. C'était un projet qui coûtait trop cher par rapport aux objectifs qui étaient donnés. Bref, c'était un mauvais projet. Eh bien, imaginez-vous donc que pour le projet GNL, le BAP, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Mais pour le tramway, on a eu des gens pour nous dire que bon, c'était un peu un imbécile. C'était un peu des imbéciles, les gens qui ont travaillé là-dessus. Bref, la volonté du peuple, on le voit, là. Les gens ont trouvé quelque chose de génial pour essayer de la bypasser. C'est l'environnement. Ils n'auraient pas rêvé de mieux que ça. Ils ne pouvaient pas rêver de meilleur prétexte que ça. Parce que maintenant, peu importe ce que veut le peuple, peu importe ce que la population veut, il peut l'ignorer. Il peut l'ignorer parce qu'il y a un motif environnemental. Ah, ben là, vous voulez, je sais pas moi, vous voulez avoir
les gens de la ville désirent qu'on permette à ce qu'il y ait des, je sais pas moi, des cinéparcs qui apparaissent un peu partout. Peu importe le projet. Ouais, ça va faire déplacer beaucoup de voitures. C'est pas bon pour l'environnement. On a fait une étude. Non, ça sera pas possible. Et même, qui sait un jour, votre droit de voyager, votre droit de sortir du pays, de prendre l'avion, qu'est-ce qu'on va pouvoir, jusqu'où on va aller, c'est ça la question, pour ignorer la volonté des gens, pour ignorer leurs droits, parce que c'est quand même fabuleux, je veux dire. Il y a des gens en Europe qui demandent à avoir du pétrole et du gaz. On en a. Non, nous, on veut pas parce que ça c'est pas bon pour l'environnement. Mais personne n'a été jamais consulté là-dessus. Constamment, sous prétexte environnemental, des gens parlent en notre nom. Ah, il y a un consensus social, les Québécois ne veulent pas de pipeline. On n'a jamais eu de référendum là-dessus. Il n'y a jamais personne qui nous a posé la question. Et là, ils vont toujours s'en sortir en disant « Oui, mais les gens ont voté pour des partis qui s'y opposaient. » OK, mais comment pouvez-vous présumer que les gens votent avec la conscience de ce que les partis proposent sur des questions aussi précises que ça? Je m'excuse, là, mais en général, les gens vont voter pour une personne, souvent pour une idée ou deux, ou encore parce qu'ils la trouvent sympathique ou peu importe. Mais je veux dire, quelle était la position du Parti libéral en 1984 sur telle et telle question? Peu de gens le savaient. Écoutez, il y avait même des gens qui ne savaient pas que le Parti québécois était un parti souverainiste. Fait que, c'est rendu là, rendu là, on ne peut pas se présupposer. L'autre affaire, c'est si les gens n'ont pas d'autre choix, tu ne peux pas en arriver à cette conclusion-là. Tu ne peux pas dire, ouais, mais les gens ont voté pour des partis qui sont pro-tramway. Ouais, mais il n'y avait pas d'autre il n'y avait pas d'autre alternative. Toutes les partis l'étaient, sauf un, puis lui, il proposait un projet encore plus imbécile que les trois autres. Donc, les gens ont voté pour quoi, là? À ce compte-là, on va prendre les abstentionnistes qui sont majoritaires, puis on va leur dire, ben, c'est les gens qui n'ont pas voté, on considère qu'ils étaient contre le tramway. On pourrait faire ça aussi, tant qu'à être dans la démagogie. On pourrait penser que les gens sont donc mal informés, puis que leur volonté, ben, dans le fond, c'est pour ça qu'on a le droit de la bypasser, qu'on a le droit de la violer. Mais, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. On vit dans une démocratie, que ça vous plaise ou pas. La démocratie, ça peut pas juste être un argument qu'on invoque quand c'est le temps d'aller bombarder des gens dans d'autres pays pour leur apprendre comment c'est beau la démocratie. La démocratie, c'est tu prends ce qui vient qui fait ton affaire, mais tu prends aussi ce qui vient qui fait pas ton affaire. Et malheureusement, on sent que l'excuse environnementale, qui n'est pas tant, à mon avis, vraiment de la conviction de la part de ces gens-là. J'ai pas vraiment l'impression qu'ils croient à leur connerie quand ils nous disent « faut faire ça pour sauver la Terre ». J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus parce qu'ils ont des projets qu'ils veulent faire pour toutes sortes de raisons. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais à mon avis, le fait de bypasser la volonté populaire a très peu à voir avec la préservation de l'environnement. Dans beaucoup de cas, en tout cas, l'impression que ça donne, c'est qu'ils ont des choses à faire. Puis, écoutez, quand la population veut quelque chose, nous autres, on ne le veut pas, ben voici qu'on ne tiendra pas compte de votre volonté. Ce qui est d'autant plus dégueulasse là-dedans, puis ça m'amène parce que ça m'a fait penser à ce que Herbert Spencer disait sur le fait que que le contrat social, en fait, ça fait partie la longue série de penseurs qui se sont opposés à cette théorie-là du contrat social. J'ai déjà parlé plusieurs fois, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes. C'est l'idée que, bon, avant la société, il y avait un genre d'état de nature. Tout le monde vivait d'une certaine manière. Pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. C'est l'état de tous contre tous. C'est l'anarchie, c'est le chaos. En fait, c'est plutôt le chaos, c'est pas l'anarchie. Pour Rousseau, en fait, ça allait très bien dans l'état de nature parce que l'homme est naturellement bon. Je caricature, mais c'est pour y aller vite, là. Et c'est la société qui nous a corrompus. Donc, c'est là que les inégalités des richesses sont arrivées, etc. Bon, pour des penseurs comme Spencer, c'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Donc, lui, il croyait, c'est ça qui est drôle, pareil, avec Herbert Spencer, qui est un sociologue et philosophe anglais, c'est un des premiers défenseurs de l'évolutionnisme.
Donc, pas mal contemporain, je vous dirais, de Charles Darwin. On l'a accusé d'ailleurs de toutes sortes de trucs parce qu'on disait que il adaptait la théorie de l'évolution à la société dans sa sociologie, donc ça faisait de lui un darwiniste social. Ça, c'est une espèce d'étiquette là, qu'on colle aux gens. C'est comme si vous aviez le choléra, là, en gros. Là. Mais bref, il a quand même fait des trucs intéressants. Spencer, c'était un anti-étatiste, c'était un libéral quand même assez intense. Ça a été, dès le départ, je pense que ça lui donne un certain mérite, un défenseur de la théorie de l'évolution, de l'évolutionnisme, ce que beaucoup de monde ont rejeté dès le départ, parce qu'il était accroché à une ancienne vision là, de la nature. Mais bref, Spencer, qu'est-ce qu'il racontait là-dedans? Juste pour vous donner les années, pour vous situer, Spencer, né en 1920, né en 1820, mort en 1903. Et vous voyez, Charles Darwin, lui, né en 1809, mort en 1882. Donc, je dirais qu'il est quelques années plus vieux, 12 ans plus vieux, 12 ans plus jeune, c'est-à-dire que Charles Darwin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Spencer? Il a écrit, en fait, son premier livre, parce que, comme je disais, c'est un opposé de la théorie du contrat social, parce que l'évolutionnisme, l'idée, c'est que l'État est arrivé progressivement, ça s'est imposé de manière progressive, un peu ce qu'on voyait avec Murray Rothbard dans Anatomy of the State, puis dans ce que Tom Palmer racontait en complément de ça. Mais c'est qu'il n'y a pas eu de moment où il y a un contrat qui s'est signé. Là. Oubliez ça, c'est jamais arrivé. Puis il n'y a pas eu de... Aujourd'hui, c'est l'état de nature. Mais demain matin, c'est la société. Ça s'est fait de manière progressive. Il n'y a jamais eu... La métaphore du contrat social, il trouve que c'est complètement débile. Donc, en fait, je pense que c'est son premier livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le droit d'ignorer l'État ». Puis ça m'a fait penser à ça parce qu'en fait, l'État a le droit de vous ignorer. Mais vous, par contre, vous n'avez pas le droit d'ignorer l'État. Vous ne pouvez pas faire comme si le gouvernement n'existait pas. Lui, il peut faire comme si vous n'existiez pas. Il peut bypasser votre volonté. C'est là que le contrat devient immoral. Parce que si contrat il y a, dans un contrat, il est supposé d'avoir une certaine réciprocité. Mais dans ce contrat-là, il n'y en a pas. L'État vous ignore, mais vous n'allez pas l'ignorer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ignorer? Ben, vous n'avez pas le droit de faire sécession. Vous n'avez pas le droit de refuser la protection de l'État. Vous n'avez pas le droit de refuser de payer vos impôts. Lui, il plaide pour ça dans son livre, mais le fait qu'il plaide pour ça, ça nous montre en fait qu'on ne peut pas l'être. Donc, il dit l'individu séparatiste au sens qu'il veut se séparer de l'État, techniquement, il nuit à personne s'il veut faire ça. Moi, si je décide que je n'appartiens plus au gouvernement du Québec, je m'en vais vivre dans le bois quelque part, je ne paye plus mes impôts, je ne remplis plus ma carte d'assurance maladie, je ne fais plus rien. Je ne sais pas ce qui est prévu dans ce cas-là au niveau de la loi, mais je suis pas mal persuadé que c'est illégal de faire ça. Je ne peux pas ne plus être un citoyen. À mon avis, je n'ai pas de preuve de ça, là, mais il me semble que c'est impossible. Vous ne pouvez pas ignorer l'État. Parce que tant que vous êtes sur son territoire, vous êtes soumis à sa juridiction. Lui, il peut vous ignorer, mais pas vous. On dit de Spencer qu'il disait que son idée, c'était que il part un peu du constat que l'État, il devrait exister que pour réprimer les crimes. Donc, il dit, si on vit dans un monde civilisé ou puis pacifique où les gens s'entendent entre eux autres, je vois pas pourquoi il devrait avoir l'État qui vient se mettre là-dedans. Et lui, il parle d'une espèce de monde dans le futur où les gens vont être esclaves, etc., parce qu'il voit la progression de l'État qui prend de moins en moins compte des droits de l'individu, mais qui prend de plus en plus compte de l'État là-dedans. En fait, c'est ce que il dit. En fait, il dit vraiment avant son temps, je pense que c'est de lui qui s'est inspiré Hayek sur The Road to Serfdom, dans le fond, la route de la servitude, dont j'avais déjà fait un podcast là-dessus. Puis pourquoi il parle de l'esclavage? Il dit, la réponse est simple, tout socialisme implique l'esclavage. Quand même incroyable, pareil que le gars pensait à ça dans les années 1800. Là. Et lui, il est vraiment pas non plus. C'est pour ça que je dis que c'est quand même complexe à cerner, parce que c'est facile de tomber dans l'un ou l'autre
des deux opposés. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas subir la tyrannie de la majorité. Donc, c'est ce que j'expliquais un peu avant, c'est que le peuple est souverain, mais le peuple ne peut pas imposer tout aux autres. Puis c'est ça, en fait, tout le paradoxe de la démocratie. Le paradoxe, ou disons la complexité. C'est pas vraiment un paradoxe, mais c'est ce qui fait la complexité.